Bienvenue à toutes et à tous. Je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Alors bien évidemment, je vais vous parler du dernier chapitre de One Piece. Et bordel de merde, il y a énormément de choses à dire. Cette fin les gars, cette fin. Oda nous a donné matière à théoriser pendant je ne sais combien de temps. 1 an, 2 ans, mais en tout cas c'est une dinguerie. Ah, je peux vous dire que les fans sont en ébullition totale, ils sont déchaînés, dans le bon sens du terme, oui ça fait plaisir, et waouh, très clairement les gars, c'est une singerie, mais bon voilà, Oda il sait comment faire. Enfin, bon, avant de parler du chapitre, un mot sur la première page bien évidemment, suite des mini-aventures de Yamato, qui nous montre Wozuo qui se la coule douce, tranquillo relaxo, dans son repère. Enfin bon, ce qui nous intéresse, c'est le chapitre. Le chapitre commence avec Shamrock qui révèle à Loki que Shanks et lui sont jumeaux, Shanks étant le plus jeune. On apprend que Shanks s'est rendu une fois à Marie-Joise, puis est retourné sur la mer. Suite à ça, beaucoup de gens se sont mis à croire qu'il s'agit bien de Shanks dans le chapitre 907. Sauf que pour moi, ça ne se tient pas. Je veux dire, Shanks aurait décidé à 38-39 ans, je ne sais plus exactement quel âge il a, d'aller rencontrer sa famille pour la première fois. J'ai un doute. Personnellement, je pense que c'est arrivé après la dissolution de l'équipage de Roger, alors qu'il avait 15 ans, et avant qu'il ne forme son propre équipage, âgé de 17 ans. Donc, grosso modo, il serait resté max 2 ans à Marie-Joise. J'imagine qu'il était perdu après la mort de Roger. Donc il s'est dit d'aller rencontrer sa famille biologique et au final, ça ne lui a pas plu. Il est parti et a formé son propre équipage. En tout cas, ça c'est mon interprétation les amis. Je peux me tromper, mais je pense que ça se tient. Ensuite, Shamrock révèle que son épée a mangé le Zoan mythique du Cerbère. Et on peut voir que le fruit est éveillé. Ça fait tellement longtemps que je voulais voir le fruit du démon du Cerbère, moi. Et maintenant, c'est chose faite. Et on sait que ce n'est pas Barbe Noire qui le possède. Vous savez cette fameuse théorie des 3 fruits du démon de Barbe Noire. Sauf que c'est pas du tout le cas. On a Shamrock, du moins son épée, qui possède ce fruit. Et pour être honnête, je trouve ça super stylé. Ouais, je trouve vraiment ce Cerbère très stylé. Ce qui est intéressant, c'est que l'épée de Shanks se nomme Griffon. Excellent parallèle avec le Cerbère, qui sont toutes les deux des créatures hybrides légendaires dépeintes comme des gardiens. Donc Loki a fini dans un sale état, et après ça ils s'en vont, comptant s'en prendre aux enfants des géants pour faire plier ces derniers. Et pour ce fait, ils vont avoir besoin d'un autre chevalier en renfort. Comme si c'était déjà pas assez la merde comme ça, évidemment il y en a un autre qui va se rajouter. Ça va être drôle, oui. En tout cas, avec Loki qui est vraiment amoché, j'imagine déjà la réaction de Luffy quand il va le voir. D'ailleurs, en parlant de Luffy, quand ce dernier a parlé de l'équipage de Roger, on a pu à nouveau voir l'homme mystérieux au chapeau vu au début de l'arc. Et je pense que ce n'est pas un hasard. Alors oui, c'est clairement le même homme qui traquait avec Crocus. J'avais évidemment théorisé pendant des années que c'était Shiki, mais en fin de compte, est-ce que ça fait vraiment sens? Pas vraiment, pour être honnête. Et avec le fait que l'homme se montre à nouveau alors que Luffy parle des pirates de Roger, eh bien, je me dis que ça peut être le seul et unique Scooper Gaban. Je pense très clairement que c'est lui. Il est vrai qu'à chaque arc, t'as des fans qui disent « Ouais, Scooper Gaban va apparaître à cet arc, là. » Là, je pense que c'est clairement le cas, en fait. Et j'ai hâte de voir ça. Toujours est-il que, bon, là, je prono officiellement Scooper Gaban. Du moins, c'est ce que j'avais fait depuis un moment déjà. D'ailleurs, est-ce que c'est Scooper Gaban, le père de Colon? Je pense aussi, comme je l'ai dit dans une review précédente, mais en tout cas, j'ai hâte de découvrir tout ça. Pour en revenir à Luffy, ce dernier refuse de croire que Shanks ait attaqué les géants. Et je trouve sa réaction trop mignonne, adorable. Il aime tellement Shanks. Franky, de son côté, découvre que le prix extrême du bois d'Adam n'est pas dû à sa rareté, car il y en a en abondance. En fait,
c'est surtout parce que ce bois est sacré pour les géants et qu'il est très difficile de leur voler. Puis, lui et Ripley tombent sur une fresque qui aurait été réalisée par des enfants et qui daterait du siècle oublié, alors qu'au même moment, à la bibliothèque du hibou, Robin, comme je l'avais prédit, lit le Harley, le texte d'Elbaf. Et enfin, la partie tant attendue, la fresque, les amis. Il s'agit de l'histoire du monde de One Piece. La dinguerie, bordel! C'était insane, et quand j'ai eu cette page, j'étais admirative, excitée, enfin il y a plein de sentiments que j'avais à ce moment-là. Rien de négatif, hein, naturellement. Et là, en reparlant, j'éprouve les mêmes, vous voyez? Et du coup, j'ai essayé de décortiquer tout ça, mais c'était pas facile, car là, Oda m'a prise de court, enfin. Mais bon, je retravaillerai mieux dessus, éventuellement dans une prochaine vidéo s'il le faut, enfin bon, on verra, hein. Enfin, voilà comment, pour le moment du moins, j'interprète cette fresque. Déjà, le premier monde. Pour moi, le premier monde est représenté par la partie droite de la fresque, faisant sûrement référence au monde tel qu'il fonctionnait juste avant le siècle oublié. Avant qu'il ne soit détruit, le monde n'était formé que d'un continent. Les races du monde entier se faisaient la guerre pour conquérir le monde. Et Nika naquit des prières des esclaves minant une ressource capable d'alimenter des villes et des armes. Le roi de ce monde, le dieu de la terre, se mit en colère et créa Redline avec son serpent de feu. Suite à ça, les races ne se reverront plus jamais. Le deuxième monde, évidemment, celui de gauche. Le dieu de la forêt, ici Imu, utilisa son fruit pour cultiver ses démons, le Gorosei. Joy Boy libéra les peuples opprimés et les allia à sa cause, allumant la flamme de la guerre. Le peuple de la demi-lune fait clairement référence au clan des Dee, car oui, D, c'est ni plus ni moins une demi-lune. Et le peuple de la lune fait référence aux Chandiens, aux Skipiens et aux Bilkins, les deux peuples rêvant de se connecter. Ensuite, les 20 royaumes tuèrent Joy Boy, devenant ensuite des dragons célestes et établissant leur institution au sommet de Redline. À la mort de Joy Boy, Poséidon, le dieu de la mer, engloutit le monde sous les eaux grâce au roi des mers. Et suite à ça, les races furent à nouveau séparées et ne se reverront plus jamais. Et enfin, le troisième monde représente le monde actuel de One Piece. Le gouvernement mondial contrôle le monde et le chaos règne. Mais une fois encore, Nika, donc Luffy, fera son apparition, guidant le monde vers une nouvelle aube. Ce qu'il faut retenir avec tout ça, c'est que nous avons 4 dieux. Premièrement, le dieu du soleil, qui est Luffy, évidemment. Ensuite, le dieu de la mer, qui est Shirahoshi, alias Poséidon. Le dieu de la forêt, qui, si l'on se base sur ce récit toujours, serait Imu. Et enfin, le dieu de la terre sur lequel j'ai 0 piste. S'agit-il de Loki, de Teach? Pas mal de gens théorisent Teach. Affaire à suivre. D'ailleurs, note, dans l'arc Skypiea, on nous a parlé de tous ces dieux, mais à la place du dieu de la mer, c'est le dieu de la pluie. Donc, j'ignore si c'est la même chose ou non. Quand j'ai vu cette case-là, mon cerveau a littéralement explosé. Ce fut le cas de tout le monde, je pense. C'est même sûr, hein. Oda nous a balancé une sacrée bombe là. Et pas une petite, hein. Il nous a donné matière à théoriser pour une année au moins, voire plus. Et ouais, comme je l'ai dit, je vais clairement revenir dessus, hein. Surtout pour parler des personnages présents sur la fresque. Ça va me demander beaucoup de taf, et je ne sais pas quand exactement je pourrai la sortir. Mais il va falloir que je bosse dessus quand j'aurai le temps déjà, et que je pourrai me consacrer uniquement à cette vidéo, parce que vous pouvez être sûr que quand je bosse sur 2 vidéos en même temps, c'est pas facile. Donc là, il faudra que je sois sûr de mon coup quand je la ferai. Enfin,
Il existe des vidéos beaucoup mieux développées, hein. Moi, je suis pas exceptionnel, hein. Non, clairement pas. Mais bon, c'est juste que pour moi, c'est naturel que je finisse par en parler à un moment donné. En tout cas, j'ai hâte de voir le prochain chapitre, les amis. J'ai hâte d'avoir vos retours, vos théories sur cette incroyable fresque. Donc voilà les amis, je vais vous laisser ici. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Alors oui, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à me laisser un commentaire avec vos retours sur ce chapitre, vos théories sur la fresque, évidemment, bien sûr, et aussi sur Shanks, à quel moment s'est-il rendu à Marie-Joise exactement? Ça m'intéresse d'avoir votre avis là-dessus. Donc en plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche notification bien sûr. Bye bye.